La plupart des jardiniers regardent un coin ombragé de leur jardin et y voient une zone morte, un endroit où rien ne pousse, un espace gaspillé. Et si je vous disais que certaines des cultures les plus riches en nutriments et les plus savoureuses de la planète préfèrent en réalité l'ombre au plein soleil? Voici ce que les entreprises semencières ne mettent pas en avant. Pendant que chacun se dispute les endroits les plus ensoleillés de son jardin, il existe toute une catégorie de cultures qui donneront de meilleurs résultats précisément dans les zones que vous avez négligées. Nous parlons de légumes qui ont meilleur goût, restent tendres plus longtemps et nécessitent moins d'eau lorsqu'ils sont cultivés à mi-ombre. Et le plus surprenant, c'est que cette plante se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur, mais je vous garantis que vous n'avez jamais pensé à la cultiver dans cet espace ombragé derrière votre garage. Dans cette vidéo, je vous dévoile 20 cultures qui non seulement tolèrent l'ombre, mais qui y prospèrent. Certaines étaient cultivées depuis des siècles dans des jardins forestiers. D'autres possèdent un avantage biologique, qui les rend supérieures dans des conditions de faible luminosité. Et le numéro 14 va complètement changer votre façon d'envisager l'aménagement de votre jardin. À la fin de cette vidéo, cette zone problématique de votre jardin deviendra votre espace de culture le plus productif. Pendant des milliers d'années, les humains n'ont pas cultivé leur jardin, dans de vastes champs ouverts, sous un soleil de plomb. Nos ancêtres cultivaient leurs aliments dans les clairières forestières, sous la canopée des arbres, à la lumière tachetée des lisières de bois. Le jardinage à l'ombre n'est pas un compromis. C'est en réalité ainsi que la plupart des aliments ont été cultivés tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais à un moment donné, l'agriculture moderne nous a convaincus que chaque culture a besoin de 8 heures d'ensoleillement direct. C'est tout simplement faux. La réalité est que de nombreuses plantes ont évolué dans des environnements de sous-bois. Ils ont développé des mécanismes pour capter et utiliser la lumière filtrée plus efficacement que leurs cousins qui affectionnent la lumière du soleil. Certaines espèces produisent davantage de chlorophylle. D'autres développent des feuilles plus grandes pour maximiser la photosynthèse. Certaines développent même des profils aromatiques plus fins car elles ne sont pas soumises au stress d'une chaleur intense. Comprendre quelle culture prospère naturellement à l'ombre transforme complètement votre approche de la conception de jardin. Découvrons ensemble les 20 plantes d'ombre les plus productives que la plupart des jardiniers oublient. Avant de passer à la liste, je dois vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Toutes ces cultures ne sont pas des variétés anciennes, obscures ou des plantes exotiques dont vous n'avez jamais entendu parler. En fait, plusieurs d'entre elles sont probablement des cultures que vous avez essayé de faire pousser en plein soleil et dont vous vous êtes demandé pourquoi elles sont montées en graines trop rapidement, avaient un goût amer ou ne donnaient tout simplement pas de bons résultats. C'est parce que vous luttiez contre leurs préférences naturelles. Certaines de ces cultures verront leur période de récolte doublée lorsqu'elles seront déplacées à l'ombre. D'autres développent des saveurs plus douces et plus complexes. Et quelques-unes, notamment les numéros 7, 14 et 18, ont des liens historiques fascinants avec la culture à l'ombre que la plupart des livres de jardinage modernes ignorent complètement. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'une simple liste. Il s'agit de repenser entièrement la façon dont vous utilisez chaque mètre carré de votre propriété. Commençons par la culture d'ombre la plus tolérante, qui pousse pratiquement toute seule. Numéro 1. La laitue. Commençons par l'évidence même, celle que la plupart des gens comprennent mal. La laitue est en réalité une culture de saison fraîche qui souffre en plein soleil. Exposées à une chaleur et une lumière intense, les laitues montent en graines. Elle produit une hampe florale, devient amère et immangeable en quelques jours. Mais voici ce qui change tout. À mi-ombre, la laitue reste en phase de feuilles productives pendant plusieurs semaines de plus. Les feuilles restent tendres, sucrées et croquantes. Dans les régions chaudes, les producteurs commerciaux utilisent en réalité des toiles d'ombrage pour simuler les conditions que la laitue préfère naturellement. Historiquement, la laitue était cultivée dans les jardins persans sous les arbres fruitiers où la lumière tamisée du soleil
la maintenait au frais et productive tout au long de l'été. Les Romains la cultivaient à l'ombre des cours de leurs villas. Ils ont compris quelque chose que nous avions oublié. La laitue n'est pas une culture de soleil. L'avantage pratique, c'est que vous pouvez récolter des salades fraîches en continu du printemps jusqu'au début de l'automne, au lieu de voir votre récolte monter en graines après seulement 2 semaines. Plantez-la sous des cultures plus hautes, le long de murs exposés au nord ou sous des arbres, et vous obtiendrez la laitue la plus productive que vous ayez jamais cultivée. Numéro 2. Les épinards. L'épinard est un proche cousin de la laitue, avec qui il préfère également l'ombre, mais sa réaction aux variations de luminosité est encore plus marquée. En plein soleil, les épinards montent en graines plus vite que presque toutes les autres cultures de votre jardin. À l'ombre, elle devient une productrice fiable pendant toute la saison. Voici l'explication scientifique. L'épinard a évolué dans l'ancienne Perse, dans les régions montagneuses plus fraîches où il poussait parmi les rochers et les plantes plus grandes. Elle a évolué en tant que culture de sous-bois. Lorsque les températures dépassent 75 degrés et que la lumière du soleil est intense, les épinards interprètent cela comme une menace pour leur survie et passent immédiatement en mode reproduction. C'est du boulonnage. Déplacez-la à mi-ombre et vous vous retrouvez soudain à lutter contre les mécanismes biologiques de la plante. Les feuilles s'agrandissent pour capter la lumière disponible. La plante reste en phase de croissance végétative et les épinards cultivés à l'ombre ont une saveur nettement plus sucrée car ils ne produisent pas de composés de stress. D'anciens textes agricoles chinois datant de plus de 1000 ans recommandent spécifiquement de cultiver les épinards à l'ombre de cultures plus hautes. Ils savaient ce que les jardiniers modernes redécouvrent tout juste. Numéro 3. La roquette. Si vous n'avez goûté qu'à la roquette achetée en supermarché, vous n'avez pas goûté à la vraie roquette. Et si vous l'avez cultivée en plein soleil, vous avez compris pourquoi la plupart des gens trouvent la roquette trop poivrée. La roquette exposée en plein soleil devient extrêmement piquante, presque désagréablement forte. Il se boulonne en 3 semaines. Les feuilles deviennent dures et dentelées. Mais à l'ombre, la roquette se transforme en un légume complètement différent. Un goût de noisette, légèrement poivré, avec une complexité qui le rend irrésistible en salade. Cette culture est originaire de la Méditerranée, mais pas des champs brûlés par le soleil. Elle poussait à l'état sauvage à l'ombre partielle des oliveraies et en lisière de bois. Les agriculteurs italiens la plantaient traditionnellement entre les rangs de cultures plus hautes, l'utilisant comme plante de sous-bois à croissance rapide. L'avantage pratique est incroyable. La roquette cultivée à l'ombre peut produire pendant 2 à 3 mois au lieu de 3 semaines. Vous pouvez effectuer des semis successifs toutes les 2 semaines et maintenir une récolte productive. Et sa saveur est tellement supérieure qu'une fois que vous aurez goûté à la roquette cultivée à l'ombre, vous ne reviendrez jamais en arrière. Numéro 5. Le chou frisé. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La plupart des gens pensent que le chou frisé est indestructible et qu'il pousse partout. C'est partiellement vrai. Le chou frisé tolère un large éventail de conditions, mais il ne tolère pas seulement l'ombre. En fait, il préfère ça. En plein soleil, surtout dans les climats chauds, les feuilles de chou frisé deviennent dures et amères. La plante est constamment soumise à un stress dû à la chaleur et à une lumière intense. Mais déplacer le chou frisé à mi-ombre et quelque chose de remarquable se produit. Les feuilles deviennent tendres, presque fondantes en bouche. L'amertume qui fait que les gens détestent le chou frisé disparaît pratiquement. Les agriculteurs écossais qui cultivent le chou frisé depuis des siècles le plantaient traditionnellement à l'ombre partielle des murs de pierre et des bâtiments de la ferme. Ils ont découvert que le chou frisé d'automne, cultivé à la tombée de la nuit, avait meilleur goût. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biologie. Le chou frisé produit davantage de chlorophylle dans des conditions de faible luminosité, ce qui augmente en réalité sa densité nutritionnelle. Les feuilles s'agrandissent,
pour maximiser la photosynthèse. Et comme la plante n'est pas soumise au stress thermique, elle consacre son énergie à la production des nutriments que nous recherchons, plutôt qu'à celle de composés défensifs au goût amer. Numéro 5. La bêta-carde. La bêta-carde est la plante incontournable du jardin ombragé, et la plupart des gens l'ignorent. Cette culture produira en continu pendant des mois, même dans des conditions où d'autres légumes peinent à survivre. La bêta-carde est originaire de la région méditerranéenne, mais ses ancêtres sauvages poussaient dans les zones côtières fréquemment enveloppées de brouillard et de nuages. Elle a évolué pour prospérer dans une lumière filtrée. En plantant des bêta-cardes à mi-ombre, vous leur donnez exactement ce dont elles ont besoin. Voici l'avantage caché. La bêta-carde en plein soleil nécessite un arrosage constant. Les grandes feuilles transpirent d'énormes quantités d'eau, et si vous ne parvenez pas à suivre le rythme, la plante en souffre. À l'ombre, les besoins en eau diminuent de près de moitié. Les feuilles restent croquantes et éclatantes. Et les tiges, avec leurs magnifiques couleurs arc-en-ciel, développent en fait une pigmentation plus intense à mi-ombre, car la plante n'est pas décolorée par une exposition constante au soleil. Les jardins des monastères européens médiévaux incluaient toujours des blettes dans les coins les plus ombragés de leurs jardins d'herbes aromatiques. Ils avaient compris que cette culture était fiable, nutritive et nécessitait un minimum d'intervention. C'était souvent la dernière récolte à survivre quand les autres avaient échoué. Numéro 6. Les légumes verts asiatiques, le bok choy, le mizuna, le tatsoi et d'innombrables autres brassicas asiatiques. Évoluées dans des systèmes agricoles imitant les écosystèmes forestiers naturels. Elles furent plantées sous des arbres fruitiers, à l'ombre tachetée des bosquets de bambou, au milieu de cultures plus hautes. L'ombre ne constitue pas un obstacle pour ces plantes. C'est leur environnement naturel. La différence de saveur est stupéfiante. Les légumes verts asiatiques cultivés en plein soleil deviennent piquants, amers et coriaces. Ils prennent la fuite presque immédiatement. À mi-ombre, elles développent une saveur douce et légèrement sucrée, ainsi qu'une texture tendre qui les rend parfaites pour une utilisation crue ou cuite. Les manuels agricoles chinois de la dynastie Song décrivaient des dispositions de plantation précises où les légumes asiatiques étaient délibérément placés à l'ombre des cultures plus hautes. Ce n'était pas un hasard. Il s'agissait d'une conception agricole sophistiquée, fruit de siècles d'observation. Numéro 7. La coriandre. C'est la culture qui frustre le plus les jardiniers, ou presque. On plante la coriandre en plein soleil. On la voit monter en graines en 2 semaines. Et on en conclut qu'on ne peut pas la cultiver. Le problème ne vient pas de votre compétence, mais de l'exposition à la lumière. La coriandre est originaire de régions s'étendant du sud de l'Europe au sud-ouest de l'Asie, mais elle poussait à l'origine dans des zones bénéficiant d'une lumière filtrée et de températures plus fraîches. Il est biologiquement programmé pour fuir aux premiers signes de stress thermique et de forte luminosité. C'est son mécanisme de survie. Mais voici ce qui change tout. À mi-ombre, la coriandre se transforme en une plante différente. Elle reste productive pendant des mois, au lieu de quelques semaines. Les feuilles grandissent. Le goût est plus prononcé, mais moins savonneux. Oui, ce goût savonneux que beaucoup de gens détestent est en partie une réaction au stress due à une exposition excessive au soleil. Des textes de l'Égypte antique font référence à la culture de la coriandre à l'ombre des palmiers dattiers. Les jardins persans médiévaux la cultivaient aux côtés d'herbes plus hautes. Ils avaient compris que la coriandre avait besoin d'être protégée du soleil intense. Les jardiniers modernes redécouvrent tout juste cette sagesse. Numéro 8. Le persil. Le persil est le cousin sage de la coriandre et il a des préférences d'ombre encore plus marquées. Cette plante herbacée bisannuelle souffre en réalité en plein soleil, développant des tiges ligneuses et perdant sa saveur caractéristique. Dans son habitat méditerranéen d'origine,
Le persil pousse à l'état sauvage dans le sous-bois des maquis et en lisière de forêt. Elle est adaptée à la lumière tamisée et aux températures de sol plus fraîches. En l'exposant de force au plein soleil, vous luttez contre des millions d'années d'évolution. Le persil cultivé à l'ombre produit des feuilles plus grandes, plus tendres et plus savoureuses. La plante consacre son énergie à la production de feuilles plutôt qu'à la gestion du stress. Et voici un bonus. Le persil cultivé à mi-ombre attire beaucoup moins les parasites. La plante n'est pas affaiblie par le stress thermique. Elle conserve donc des défenses naturelles plus robustes. Les jardiniers grecs et romains ont notamment remarqué que le meilleur persil provenait des jardins ombragés. Ils avaient même un dicton: le persil prospère là où les femmes gouvernent, ce qui désignait par code les potagers généralement situés dans les zones plus ombragées et protégées près de la maison. Numéro 9. La ciboulette. La ciboulette est si facile à cultiver que la plupart des gens ne pensent pas à optimiser ses conditions de culture. Mais lorsque vous déplacez la ciboulette à mi-ombre, quelque chose de merveilleux se produit. En plein soleil, la ciboulette devient coriace et développe un goût presque similaire à celui de l'oignon, qui domine les plats. À mi-ombre, la saveur s'adoucit pour devenir un goût d'oignon délicat et légèrement sucré, parfait pour sublimer les plats. La ciboulette est originaire des climats plus frais d'Asie et d'Europe, où elle poussait naturellement dans les prairies aux herbes plus hautes qui lui procuraient une ombre tachetée. Elles sont adaptées pour rivaliser pour la lumière, ce qui signifie qu'elles sont en réalité plus performantes à l'ombre. Les archives historiques sont fascinantes. Les herboristes chinois d'il y a plus de 2000 ans ont constaté que la ciboulette cultivée à mi-ombre possédait des propriétés médicinales supérieures. Ils n'avaient pas tort. Les analyses modernes montrent que la ciboulette cultivée à l'ombre présente des concentrations plus élevées de composés soufrés bénéfiques. Numéro 10. Menthe. Si vous avez déjà cultivé de la menthe, vous savez qu'elle est quasiment indestructible. Mais la plupart des gens ignorent que la menthe préfère en réalité l'ombre. En réalité, la menthe en plein soleil n'est qu'une pâle imitation de ce qu'elle devrait être. Les espèces de menthe ont évolué le long des berges des cours d'eau et en lisière de forêt, des lieux bénéficiant d'une humidité constante et d'une lumière filtrée. Planter de la menthe en plein soleil, c'est assurer sa survie. Mais les huiles essentielles qui donnent à la menthe sa saveur caractéristique sont altérées par la chaleur et la lumière intense. La menthe cultivée à l'ombre produit des feuilles d'un vert plus foncé, plus aromatique et à teneur en huile essentielle nettement supérieure. La saveur est plus complexe, moins âpre, et la plante pousse plus vigoureusement car elle n'est pas constamment stressée. Les jardins de la Rome antique comprenaient des parterres de menthe élaborés, placés spécifiquement à l'ombre des murs et des bâtiments. Ils utilisaient la menthe dans tout, des boissons aux médicaments, et ils savaient que la menthe cultivée à l'ombre était supérieure. Les jardins des monastères médiévaux ont perpétué cette tradition, cultivant de la menthe médicinale dans les recoins les plus ombragés de leurs jardins d'herbes aromatiques. Numéro 11. Les petits pois. Voici une culture qui surprend la plupart des jardiniers. Les pois bénéficient en fait d'une ombre l'après-midi, surtout dans les climats plus chauds. Si les pois ont besoin de soleil pour fleurir et former des gousses, une chaleur et une lumière excessives raccourcissent considérablement leur saison de production. Les pois sont originaires des régions méditerranéennes et d'Asie centrale, mais ils ont évolué en tant que culture de saison fraîche, poussant pendant des périodes de jours plus courts et de températures plus douces. Exposés au soleil intense de l'été, les pois cessent leur production et dépérissent. Il s'agit d'une réaction à la température, mais l'intensité lumineuse accélère le processus. À mi-ombre, et particulièrement à l'ombre l'après-midi, les pois continuent de produire pendant des semaines de plus que ceux qui poussent en plein soleil. Les gousses restent tendres, au lieu de devenir dures et farineuses. Et en termes de saveur, les pois cultivés à l'ombre sont nettement plus sucrés.
Dans les jardins de cottages anglais, on plantait traditionnellement les pois le long des murs nord ou à l'ombre des cultures plus hautes. Ce n'était pas un accident. Des siècles d'observation ont appris aux jardiniers que les pois protégés donnaient de meilleurs résultats que ceux exposés au soleil. Numéro 12. Les haricots. Haricots nains. C'est peut-être l'élément le plus controversé de la liste, mais les preuves sont claires. Dans la plupart des jardins potagers, les haricots nains cultivés à mi-ombre donnent de meilleurs résultats que ceux cultivés en plein soleil. Aujourd'hui, la production commerciale de haricots nécessite un ensoleillement maximal, car l'agriculture industrielle est optimisée pour une production maximale en un minimum de temps. Mais les jardiniers amateurs ont des objectifs différents. Nous voulons une récolte continue, une saveur supérieure et des plantes qui ne nécessitent pas d'intervention constante. Les haricots cultivés à mi-ombre poussent lentement, mais leur production dure plus longtemps. Les gousses restent tendres pendant des jours au lieu de quelques heures. Les plantes sont plus résistantes aux parasites car elles ne subissent pas de stress thermique et leur saveur est nettement meilleure, plus sucrée et plus complexe. Les systèmes agricoles indigènes d'Amérique centrale, berceau des haricots, utilisaient la méthode de plantation des trois sœurs. Maïs, haricots et courges ensemble. Les haricots poussaient à l'ombre partielle créée par les plants de maïs. Il ne s'agissait pas d'agriculture primitive. Il s'agissait d'une conception d'écosystème sophistiqué. Numéro 13. Les radis. On considère généralement que les radis aiment le plein soleil, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Les radis de printemps se plaisent au soleil, mais les radis d'été, les variétés plus grosses et plus douces, préfèrent absolument l'ombre. En plein soleil, les radis souffrent et développent ce goût piquant et poivré que beaucoup de gens trouvent désagréable. Elles deviennent souvent ligneuses au centre ou se fendent. Mais à mi-ombre, les radis développent une saveur douce, croquante et légèrement sucrée, totalement différente. Les radis daikon japonais, qui peuvent atteindre des tailles énormes, étaient traditionnellement cultivés à l'ombre partielle des rizières et sous les arbres fruitiers. Les jardiniers coréens cultivaient des radis à la lumière filtrée des jardins forestiers. Ce n'étaient pas des cultures tolérantes à l'ombre. Il s'agissait de cultures préférant l'ombre. L'avantage pratique, c'est que l'on peut cultiver des radis tout l'été à mi-ombre, chose impossible en plein soleil. Les racines restent croquantes et douces, parfaites pour être consommées fraîches ou conservées. Numéro 14. Brocoli. Voici la révélation qui change tout pour la plupart des jardiniers. Le brocoli ne tolère pas seulement l'ombre. Dans de nombreux climats, elle a absolument besoin d'une ombre partielle pour se développer. Voici ce que vivent la plupart des gens. Ils plantent les brocolis en plein soleil. Elles poussent bien au début, puis montent soudainement en graines et produisent de minuscules têtes amères. Ils incriminent leur variété ou leur timing. Mais le véritable coupable, c'est l'exposition à la lumière et à la chaleur. Le brocoli est un chou de saison fraîche qui a évolué dans la région méditerranéenne, mais dans les zones côtières où la couverture nuageuse est fréquente et les températures fraîches. Il est biologiquement programmé pour se dresser dans des conditions fraîches et avec une luminosité modérée. La chaleur et le soleil intense provoquent une montaison prématurée. À mi-ombre, le brocoli produit des têtes plus grosses, reste en production plus longtemps et développe une saveur plus douce et plus noisettée. Les pousses latérales, ces petites têtes secondaires, continuent de produire pendant des mois au lieu de quelques semaines. Dans les systèmes agricoles traditionnels italiens, les agriculteurs cultivaient le brocoli à l'ombre des oliviers et des vignes. Ils avaient compris que le brocoli protégé était un brocoli de qualité supérieure. Numéro 15. Chou-fleur. Tout ce qui est vrai pour le brocoli s'applique encore plus intensément au chou-fleur. Cette culture est réputée pour être particulièrement capricieuse dans les jardins potagers, mais la solution réside presque toujours dans l'ombre. Le chou-fleur a besoin de conditions très spécifiques
pour former des têtes blanches et compactes. Trop de soleil et les têtes jaunissent ou deviennent violettes et développent un goût désagréable. Les fluctuations de température provoquent le jaunissement des épis ou leur séparation en sections granuleuses. En plein soleil, ces problèmes sont presque inévitables. À mi-ombre, le chou-fleur devient facile à cultiver. Les têtes se forment lentement et uniformément. La couleur blanche reste pure et la saveur est douce et sucrée, au lieu d'être amère ou sulfureuse. Au XIXe siècle, les maraîchers français ont mis au point des systèmes élaborés, de toiles d'ombrage et de plantations stratégiques pour protéger le chou-fleur du soleil intense. Ils ne compensaient pas le manque d'ombre, ils la créaient délibérément car le chou-fleur cultivé à l'ombre se vendait à prix d'or. Numéro 16. Chou. Le chou est une autre brassicacée qui se comporte remarquablement mieux à mi-ombre que la plupart des jardiniers ne le pensent. Bien qu'il tolère le plein soleil, le chou développe en réalité une saveur plus douce et des pommes plus compactes lorsqu'il est protégé de la lumière intense de l'après-midi. La clé réside dans la compréhension de l'histoire évolutive du chou. Cette culture est originaire des régions côtières d'Europe, où les températures fraîches et la couverture nuageuse fréquente créaient des conditions de lumière naturellement filtrées. Le chou pousse lentement, formant des têtes denses au fil des mois, et le soleil intense perturbe en réalité ce processus. En plein soleil, les choux se fendent souvent en mûrissant, un problème frustrant causé par des poussées de croissance rapides déclenchées par la chaleur et la lumière intense. À mi-ombre, la croissance est plus régulière et mieux maîtrisée. Les têtes se forment de manière compacte et uniforme sans se fendre, et les feuilles extérieures restent tendres, au lieu de devenir dures et coriaces. Les agriculteurs d'Europe du Nord plantaient traditionnellement le chou à l'abri des murs de pierre ou sous les arbres fruitiers. Les traditions agricoles allemandes et polonaises mentionnent spécifiquement le chou frisé comme étant supérieur pour la fermentation en choucroute. La teneur en sucre légèrement inférieure et la texture plus ferme du chou cultivé à l'ombre permettent d'obtenir de meilleurs résultats de fermentation. Numéro 17. Céleri. Le céleri est peut-être la plante qui aime le plus l'ombre sur cette liste. Cette culture est quasiment impossible à faire pousser avec succès en plein soleil, sans efforts extraordinaires. Mais à mi-ombre, elle devient étonnamment facile à gérer. Voici l'explication biologique. Le céleri est un marais. Ses ancêtres sauvages poussaient dans des zones humides avec de hautes herbes et des arbustes, qui lui procuraient une ombre et une humidité constante. Le céleri a des racines superficielles et des besoins en eau énormes. En plein soleil, il est presque impossible de maintenir le sol suffisamment humide. La plante devient fibreuse, amère et développe des tiges creuses. À mi-ombre, tout change. Les besoins en eau diminuent considérablement. Les tiges deviennent épaisses et croquantes, et leur saveur, celle du céleri cultivé à l'ombre, est douce, aromatique et tendre au lieu d'être amère et fibreuse. Dans la Rome antique, les jardiniers cultivaient le céleri dans des plates-bandes délibérément inondées, placées à l'ombre des bâtiments et des murs. Ils avaient compris que le céleri avait besoin à la fois d'humidité et d'être protégé du soleil. Les jardins médiévaux européens ont perpétué cette pratique, commercialisant le céleri comme une culture de spécialité qui exigeait une sélection visuelle minutieuse. La pratique moderne consistant à blanchir le céleri en butant de la terre autour des tiges est en réalité une tentative de recréer des conditions d'ombre. Pourquoi lutter contre la biologie? Il suffit de la cultiver à mi-ombre dès le départ. Numéro 18. Betterave. La betterave surprend beaucoup de jardiniers par sa tolérance à l'ombre. Bien que les racines se développent plus rapidement en plein soleil, les fans de betterave, qui sont en réalité plus nutritives que les racines, sont nettement meilleures lorsqu'elles sont cultivées à mi-ombre. Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. Même les racines bénéficient de l'ombre dans les climats chauds.
Exposées au plein soleil en été, les betteraves deviennent ligneuses et développent des anneaux de croissance qui les rendent dures et désagréables au goût. À mi-ombre, les racines poussent plus lentement et développent une texture tendre et une saveur plus douce. La betterave est originaire de la région méditerranéenne, mais ses ancêtres sauvages poussaient le long des zones côtières, à l'ombre partielle des dunes et de la végétation broussailleuse. Ils ont évolué pour s'adapter aux conditions d'éclairage variables. Lorsque les agriculteurs russes et d'Europe de l'Est ont développé la betterave comme culture de base, ils la plantaient souvent à l'ombre partielle de tournesol ou de maïs, en utilisant la culture associée pour créer des conditions de croissance idéales. C'est dans les zones vertes que l'ombre prend vraiment tout son sens. Les fans de betteraves cultivées en plein soleil sont coriaces et ont une saveur prononcée. À mi-ombre, elles deviennent tendres et douces, rivalisant avec la bête à carde comme légume vert à cuisiner. Numéro 19, les navets. Le navet est une culture oubliée par la plupart des jardiniers modernes, mais il est incroyablement productif dans des conditions d'ombre qui seraient fatales à d'autres légumes racines. Les racines, comme les parties aériennes, prospèrent à mi-ombre. En plein soleil, les navets arrivent à maturité très rapidement, développant souvent une saveur piquante, presque amère. Les racines deviennent fibreuses et ligneuses si elles ne sont pas récoltées au moment précis. Mais à mi-ombre, les navets poussent plus lentement et développent une saveur douce et légèrement sucrée qui les rend polyvalents pour une utilisation aussi bien crue que cuite. Les traditions agricoles écossaises et irlandaises reposaient largement sur la culture des navets à l'ombre partielle des haies et des murs de pierre. Il ne s'agissait pas de cultures d'urgence. Elles étaient délibérément cultivées à l'ombre, car des générations d'observations avaient prouvé qu'elles y donnaient de meilleurs résultats. Les fans de navets sont exceptionnels à l'ombre. Elles restent tendres et douces tout au long de la saison, assurant une récolte continue. Dans les traditions culinaires du sud des États-Unis, les fans de navets sont considérés comme supérieurs aux racines, et les meilleurs proviennent toujours des cultures ombragées. Numéro 20. Les carottes. Voici la révélation finale qui changera complètement votre façon d'envisager l'aménagement de votre jardin. Les carottes peuvent être cultivées avec succès, à mi-ombre, et dans certaines situations, elles y donnent même de meilleurs résultats. Les carottes ont effectivement besoin d'un peu de soleil direct pour développer des racines de bonne taille. Elles ne prospéreront pas à l'ombre dense, mais à mi-ombre ou dans des zones bénéficiant de 4 à 5 heures d'ensoleillement direct, les carottes développeront des racines plus longues et plus droites, avec une saveur supérieure. La science est fascinante. En plein soleil, surtout dans les sols plus chauds, les carottes accélèrent leur cycle de croissance. Les racines sont souvent courtes, épaisses et développent cette amertume caractéristique de la carotte. À mi-ombre, avec des températures du sol plus fraîches, les carottes poussent plus lentement. Les racines s'allongent, développent une texture plus fine et concentrent les sucres au lieu des composés de stress. Les méthodes de jardinage intensif françaises, développées dans les jardins maraîchers autour de Paris au XVIIIe siècle, utilisaient notamment des toiles d'ombrage au-dessus des planches de carottes, pendant les périodes les plus chaudes de l'été. Ces jardiniers produisaient des légumes de première qualité pour une clientèle fortunée, et ils ont découvert que la mi-ombre permettait d'obtenir les carottes les plus sucrées et les plus tendres. Dans les jardins européens du Moyen Âge, on plantait souvent des carottes à l'ombre tachetée des arbres fruitiers. Les agriculteurs japonais cultivaient des carottes sous des structures en bambou qui filtraient la lumière du soleil. Ce schéma se répète d'une culture à l'autre. Les jardiniers expérimentés protègent les carottes du soleil intense. Si vous vous apercevez que vos zones problématiques sont en réalité des espaces de jardinage de premier choix, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner. Chaque semaine, je partage des stratégies de culture pratiques qui remettent en question les idées reçues en matière de jardinage. Votre soutien aide davantage de personnes
à découvrir que les limitations ne sont souvent que des malentendus qui ne demandent qu'à être corrigés. C'est là que ça devient vraiment puissant. Tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent transformera votre façon d'utiliser les zones ombragées. Mais il existe ici une tendance plus profonde que la plupart des jardiniers ignorent. Les cultures qui prospèrent à l'ombre ne se contentent pas de tolérer des conditions difficiles. Ils expriment en réalité leur véritable potentiel génétique. L'agriculture industrielle nous a conditionnés à croire qu'un ensoleillement maximal équivaut à une production maximale. Mais c'est une définition étroite du succès, conçue pour la monoculture mécanisée et non pour la diversité des jardins familiaux. Quand on commence à penser en termes de principe de jardin forestier, tout change. Au lieu de lutter contre les conditions naturelles de votre jardin, vous travaillez avec elles. Ce côté nord ombragé de votre maison, ce n'est pas un inconvénient. C'est un microclimat parfaitement adapté aux légumes verts de saison fraîche. L'espace, sous vos arbres fruitiers, n'est pas un espace perdu. C'est un sous-bois qui attend d'être planté. Les jardiniers les plus brillants que je connaisse ne sont pas ceux qui possèdent des parcelles parfaitement ensoleillées. Ce sont eux qui ont appris à lire leur terre, à identifier les microclimats et à adapter les cultures aux conditions. L'ombre n'est pas le problème. Le problème réside dans le décalage des attentes. Et ce que vous ferez de ces connaissances déterminera si vous aurez un jardin productif ou un jardin exceptionnel. Il se passe quelque chose de profond lorsque nous cessons de lutter contre nos jardins et que nous commençons à les écouter. Depuis des générations, on nous a inculqué l'idée que réussir son jardinage signifie contrôler la nature, amender le sol, maximiser l'exposition au soleil, forcer les plantes à se conformer aux conditions dont nous pensons qu'elles ont besoin. Mais la sagesse inhérente aux systèmes agricoles traditionnels raconte une autre histoire. Jardins forestiers en Asie, jardins de cottage en Europe, plantations indigènes des Trois Sœurs en Amérique. Il ne s'agissait pas de méthodes primitives. Il s'agissait de partenariats écologiques sophistiqués. Planter de la laitue à l'ombre, c'est ne faire aucun compromis. Vous rendez hommage à ce que cette plante essaie de nous dire depuis des milliers d'années. Vous participez à une relation au lieu d'imposer un système. L'ombre dans votre jardin n'est pas un problème à résoudre. Ce sont des informations. Cela vous indique précisément ce qui souhaite pousser à cet endroit. Et dès que vous commencez à écouter, tout devient plus facile. Voici la vérité ultime qui change tout. Votre jardin ombragé ne représente pas un défi de jardinage. C'est en fait un avantage. Pendant que vos voisins luttent contre les fortes chaleurs, arrosent 2 fois par jour et voient leur culture monter en graines en plein soleil, vous pouvez récolter des légumes verts tendres, des légumes croquants et des herbes aromatiques tout au long de la saison. Les cultures que j'ai présentées aujourd'hui sont le fruit de milliers d'années d'observation et de sélection végétale par l'homme. Ce ne sont ni des expériences, ni des risques. Ce sont des acteurs reconnus qui ont nourri des civilisations. La seule chose qui soit expérimentale, c'est notre hypothèse moderne selon laquelle toute chose a besoin d'un maximum de lumière solaire. Alors, parcourez votre propriété différemment. Maintenant, ces zones ombrées que vous avez ignorées, ce ne sont pas des limitations. Ce sont des zones de culture spécialisées qui attendent les cultures appropriées. Et maintenant, vous savez exactement quoi planter là. Votre couleur de peau n'est pas une malédiction, c'est votre arme secrète. Laquelle de ces 20 cultures vous a le plus surpris? Cultivez-vous déjà certaines de ces plantes à l'ombre ou comptez-vous essayer quelque chose de nouveau cette saison? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et j'adore entendre parler de vos expériences. Et si cette vidéo a changé votre regard sur votre jardin, abonnez-vous pour découvrir d'autres stratégies de jardinage pratiques qui remettent en question les idées reçues. Devenons plus intelligents.